Bonjour, on va commencer aujourd'hui avec un nouveau chapitre, ou bien le cartilage. Le cartilage fait partie des tissus conjonctifs spécialisés. Encore, avec le tissu osseux, forment les tissus squelettiques. Ce tissu, il est dépourvu des vaisseaux sanguins, lymphatiques et des fibres nerveuses. C'est un tissu exceptionnel, car tous les tissus conjonctifs sont vascularisés et innervés, sauf le cartilage. Dans ce tissu, nous avons un seul type de cellules spécialisées adultes. Ce type de cellules adultes s'appelle le chondrocyte. Bien sûr, ce chondrocyte dérive d'une cellule immature qui s'appelle chondroblaste. À son tour, le chondroblaste dérive des cellules mésenchymateuses. Les cellules mésenchymateuses, ce sont des cellules souches. Avec ces cellules, nous avons encore quelques fibroblastes et fibrocytes. Mais la cellule la plus importante dans le cartilage, c'est le chondrocyte. Les chondrocytes, comme j'ai dit avant, dérivent de mésenchyme embryonnaire, c'est-à-dire la couche embryonnaire moyenne. Dans cette couche, la cellule souche s'appelle mésenchymateuse. Elle se différencie en premier temps en chondroblaste. Le chondroblaste présente une riche activité mitotique, se multiplie activement et élabore les macromolécules de la matrice extracellulaire, c'est-à-dire synthétise les protéines et les polysaccharides de la matrice. Avec le temps, le chondroblaste se différencie et devient une cellule adulte et s'appelle chondrocyte. Voici le mode de formation des chondrocytes. Ici, les cellules mésenchymateuses qui dérivent de la couche embryonnaire moyenne. Ce groupe cellulaire ont une seule fonction, c'est la multiplication, ensuite la différenciation pour donner des cellules matures. On voit ici comment ces cellules se multiplient. En premier temps, donnent les chondroblastes. Les chondroblastes continuent à se diviser, sont mitotiquement actifs. Les chondroblastes sont mitotiquement actifs, se divisent encore, libèrent les constituants de la matrice extracellulaire. Ici, l'espace intercellulaire, ici, tout cet espace s'appelle matrice extracellulaire. Donc, les chondroblastes libèrent à l'extérieur les protéines et les polysaccharides de la matrice. Avec le temps, la matrice devient rigide, comme vous voyez ici, et la cellule chondroblaste se transforme en chondrocyte. Et les chondrocytes se trouvent dans une cavité, dans une logette qui s'appelle chondroplaste. À l'intérieur de chaque chondroplaste se trouve une ou plusieurs cellules. Pourquoi on trouve une ou plusieurs cellules? Parce que les chondrocytes sont mitotiquement actifs. Par exemple, les chondroblastes et les chondrocytes se multiplient. À l'intérieur de la cavité ou bien de la logette qui s'appelle chondroplaste, la cellule continue à se multiplier et encore continue à élaborer, à sécréter les macromolécules de la matrice extracellulaire. Ici donc la matrice qui est rigide et l'endroit où se trouve la cellule, à l'intérieur il n'y a pas de matrice rigide. Donc cet espace où se trouve la cellule s'appelle la logette ou bien chondroplaste. Ici les caractéristiques des chondrocytes, les cellules chondrocytes sont volumineuses, arrondies avec de courts prolongements, c'est-à-dire leur membrane cytoplasmique n'est pas lisse, ils présentent des courts prolongements. Mais ici dans le dessin, on ne voit pas les prolongements. Leur noyau est volumineux, sphérique, contient un ou deux nucléons. Leur cytoplasme finement granuleux et basophile. Cytoplasme basophile, on sait déjà
Pourquoi le cytoplasme est basophile? Car cette cellule, comme plusieurs autres cellules, possède une activité métabolique importante, synthétise la matrice extracellulaire. Elle est riche en REG et ribosomes, c'est-à-dire synthétise surtout des protéines. N'importe quelle cellule qui est métaboliquement active et libère des protéines, elle est riche en REG et son cytoplasme est basophile. Comme vous voyez ici, là où les cellules, quand on a une ou plusieurs cellules, sont entourées de logettes ou bien se trouvent dans une cavité ou dans une logette, cette logette est sans paroi propre, c'est-à-dire cette logette n'a pas une membrane car toute la matrice est rigide sauf cet endroit. On appelle cet endroit le chondroplaste. Dans chaque chondroplaste se trouve une ou plusieurs chondrocytes, comme je dis avant, car les chondrocytes continuent la multiplication. Les chondrocytes synthétisent la matrice extracellulaire comme les chondroplastes. Encore, avec la production de la matrice, sécrètent des cytokines et des facteurs de croissance. Des cytokines et des facteurs de croissance, ce sont des molécules signales pour stimuler autres cellules, proches ou loin. Les chondrocytes sécrètent des facteurs de croissance. Les facteurs de croissance migrent dans la matrice pour stimuler les cellules voisines. Ou bien les cytokines vont migrer pour stimuler autres cellules ailleurs, peut-être dans des autres tissus. On va voir ça plus tard. Maintenant, la matrice extracellulaire, la matrice cartilagineuse. En microscope MO, c'est-à-dire microscope optique, la matrice paraît homogène. Maintenant, on va parler de la matrice et on va faire une comparaison avec la matrice osseuse. On va voir la matrice osseuse dans le chapitre prochain. Pourquoi on fait cette comparaison? Parce que les deux tissus, cartilage et os, forment les tissus squelettiques, forment le squelette ensemble. Pour cela, on fait beaucoup de comparaisons entre les deux. Tout d'abord, la matrice cartilagineuse est fortement basophile. Ici, la basophilie, c'est à cause des constituants de la matrice. Les constituants de la matrice sont basophiles. Ici, on ne parle pas de la production protéique, parce que la matrice, c'est pas elle qui synthétise ou qui sécrète les protéines. Donc, quand on dit fortement basophile, c'est juste les constituants de la matrice sont basophiles. Elle est essentiellement constituée de l'eau, 70 à 80%. Encore, on parle de cet pourcentage juste pour faire dans le prochain chapitre une comparaison avec la matrice osseuse. Là-bas, on va voir que la matrice osseuse est moins riche en eau. Encore dans la matrice, il y a des sels minéraux, des polysaccharides et des protéines. Polysaccharides, GAG et protéoglycanes. Les protéines sont protéines fibreuses, surtout protéines de collagène type 2, et glycoprotéines, ou bien on les appelle protéines non collagéniques, chondronectine, chondrocalcine, etc. Ces protéines, ce sont des protéines, les glycoprotéines ou protéines d'adhésion qui jouent un rôle important dans le déplacement cellulaire, ou bien un support, joue le rôle d'un support pour les cellules dans la matrice. La matrice contient également des nutriments, des métabolites et des molécules issues de l'activité des chondrocytes. Les nutriments proviennent de l'extérieur du cartilage, car le cartilage est non vascularisé. Donc, les nutriments viennent de l'extérieur et par diffusion migrent à l'intérieur de la matrice. On peut dire que la matrice cartilagineuse est perméable. Donc, permet la diffusion des nutriments qui viennent des autres tissus. Les molécules ou bien les métabolites et les molécules issues de l'activité de chondrocytes, c'est-à-dire les protéines ou les molécules sécrétées par les chondrocytes autres que les constituants de la matrice, comme nous avons dit avant, les cytokines, les facteurs de croissance, ce sont des molécules signales sécrétées par la cellule pour stimuler autres cellules. La matrice osseuse
la matrice cartilagineuse, elle est riche en eau et les fibres de collagène sont disposées de manière bien orientée. Cette composition, cette richesse en eau et fibres de collagène donne au cartilage en même temps une solidité, donc c'est un tissu solide et à la fois souple. Souple, c'est-à-dire quand il est soumis à des pressions ou à des forces, il peut se déformer. Et encore, il est résistant. On va voir maintenant un autre tissu qui se trouve attaché au cartilage. Il s'appelle le périchondre. La plupart des tissus cartilagineux sont entourés par un tissu conjonctif non spécialisé. Il faut ajouter ici non spécialisé, appelé le périchondre. Sauf deux cartilages qui sont dépourvus de périchondre, cartilage hyalin articulaire et cartilage fibreux. On va voir plus tard les caractéristiques de ces deux cartilages. Maintenant, on va voir en détail les caractéristiques du périchondre. Le périchondre est composé de deux couches. Couche interne qui est en contact direct avec le cartilage s'appelle périchondre chondrogène et couche externe qui se trouve sur la couche interne s'appelle couche tendiniforme. La couche interne, elle est formée d'un tissu conjonctif lâche, contient des cellules mésenchymateuses, cellules souches immatures. La couche externe contient de gros vaisseaux sanguins formés de tissus conjonctifs denses, non orientés, riches en fibres de collagène. Ici, on ajoute fibres de collagène de type 1 et parfois quelques fibres élastiques avec des fibroblastes dispersés. Ici, on voit les caractéristiques du tissu conjonctif dense, non orienté. Nous avons vu ça dans les chapitres précédents. Mais ici, on ajoute qu'il contient de gros vaisseaux. Le périchondre joue un rôle dans la croissance, dans la nutrition et la réparation du cartilage. Dans la croissance, la fonction de croissance est assurée par la couche interne grâce à ces cellules mésenchymateuses. Rôle de nutrition est assuré par la couche externe grâce à la présence de gros vaisseaux. Réparation du cartilage est assurée bien sûr par la couche interne. Ici dans cette figure, on voit le périchondre. En bas, sous cette ligne pointillée, nous avons le cartilage. Ici les chondrocytes avec la matrice rigide. En haut, les deux couches du périchondre. La couche interne qui s'appelle couche chondrogène, elle est riche en cellules mésenchymateuses et en fibroblastes. La couche externe, couche fibreuse, possède des capillaires, des gros vaisseaux sanguins, quelques fibroblastes, riches en fibres de collagène. Faisceaux aux fibres de collagène de type 1 avec quelques fibres élastiques. Regardez bien, les fibres de collagène sont organisées en faisceaux et les faisceaux des fibres sont non parallèles. Comme vous voyez ici, les faisceaux des fibres traversent le périchondre jusqu'à cartilage. Donc, ces faisceaux de fibres non orientés assurent une fonction de cohésion, fixent le périchondre avec le cartilage. On les appelle encore fibres de Charpey. Maintenant, la fonction du périchondre, la couche externe du périchondre joue un rôle nutritif grâce à la présence des vaisseaux de gros diamètre ou bien des gros vaisseaux. Ces vaisseaux, par diffusion, vont envoyer les nutriments vers le cartilage. Ensuite, les nutriments vont diffuser, comme j'ai dit avant, la matrice extracellulaire cartilagineuse, elle est perméable. Deuxième fonction est assurée par la couche chondrogène grâce à la présence des cellules mésenchymateuses et à la présence de quelques fibroblastes. On va voir
plus tard comment cette couche va donner de nouvelles cellules cartilagineuses. Maintenant, on va classifier les cartilages présents dans notre organisme. On va les localiser et on va étudier la fonction de chacun. Dans notre organisme, on observe trois types de tissus cartilagineux qui se distinguent, qui se différencient par la composition de leur matrice, c'est-à-dire la nature et les proportions de la substance fondamentale, ainsi que les différents types de fibres. C'est-à-dire, il y a un cartilage qui est riche en substance fondamentale, pauvre en fibres, et autre cartilage l'inverse, riche en fibres et pauvre en substance fondamentale. Nous avons dans notre organisme trois types de cartilage. Le cartilage hyalin, le cartilage fibreux et le cartilage élastique. On voit ici le squelette. Au début de ce chapitre, nous avons dit les tissus squelettiques. Les tissus squelettiques, c'est-à-dire squelette et cartilage. Comme vous voyez chez l'adulte, la majorité du squelette est composé du tissu osseux. Le cartilage est beaucoup moins abondant que le tissu osseux. On voit ici trois couleurs qui nous intéressent, la couleur bleue, rouge et verte. La couleur bleue, c'est le cartilage hyalin. Se trouve surtout au niveau de l'appareil respiratoire, au niveau des trachées et bronchioles, dans la cage thoracique, au niveau des côtes thoraciques, encore au niveau des articulations. Au niveau des articulations, ça s'appelle cartilage hyalin articulaire. On va parler en détail du cartilage hyalin. Ensuite, on va voir la couleur rouge qui est le cartilage fibreux, se trouve entre les vertèbres, les disques intervertébraux, encore au niveau de genoux, se trouve au niveau du genou entre les os longs. Finalement, le cartilage élastique qui présente une élasticité importante, la couleur verte, se trouve surtout au niveau de l'oreille et au niveau du nez. On commence avec le premier cartilage, le cartilage hyalin. C'est la variété, c'est le type le plus répandu, c'est la variété la plus répandue dans le corps. C'est le cartilage le plus présent. Quand on dit le plus répandu, cela ne veut pas dire que notre organisme possède beaucoup de cartilage hyalin. Non, notre organisme maintenant possède peu de cartilage, mais parmi ce cartilage, le type le plus abondant, c'est le cartilage hyalin. À l'intérieur du cartilage hyalin, les chondrocytes sont peu nombreux, c'est-à-dire pauvres en cellules. Les cellules représentent seulement 10% de la masse cartilagineuse. Le reste, les 90% restantes, c'est la matrice extracellulaire. Les chondrocytes, comme nous avons vu avant, se trouvent à l'intérieur d'une logette qui s'appelle chondroplaste et sont dispersés dans la matrice. Sont dispersés car il n'y a pas beaucoup de cellules, donc sont loin l'une des autres. La matrice constitue 90% de la masse cartilagineuse. Dans la matrice extracellulaire, les fibres sont peu nombreuses. Encore, on dit le cartilage hyalin est pauvre en fibres. Les fibres présentes dans le cartilage hyalin sont surtout collagène de type 2. La substance fondamentale est abondante. Maintenant, où se trouve le cartilage hyalin? On commence chez l'embryon. Le cartilage hyalin constitue la plus grande partie du squelette fœtal. Et au fur et à mesure, le cartilage chez l'embryon et ensuite chez le nouveau-né et bien chez l'adolescent se transforme en tissu osseux. Chez l'adulte, on va voir que chez l'adulte, il reste un peu de cartilage hyalin. Chez l'enfant et l'adolescent, c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans, nous avons
des cartilages de croissance. Ces cartilages de croissance sont localisés à l'intérieur des os longs. Et ces cartilages de croissance sont responsables de la croissance en taille, en longueur chez l'être humain. C'est pour cela, après l'adolescence, chez l'adulte, la croissance en longueur, la taille de notre corps arrête. Maintenant, chez l'adulte, on distingue deux catégories, deux types de cartilage hyalin. Le cartilage hyalin non articulaire qui persiste entre autres au niveau de la trachée, des bronches et au niveau des côtes de la cage thoracique. On voit ici la trachée, les bronches et encore les côtes dans la cage thoracique. C'est le cartilage hyalin non articulaire. On peut ajouter ici que le cartilage hyalin non articulaire est entouré par un péricontre, possède un péricontre. Maintenant, le deuxième cartilage hyalin s'appelle articulaire, tout simplement car il est présent au niveau des articulations. Au niveau des articulations mobiles des os longs. Comme vous voyez la couleur bleue ici, c'est au niveau des articulations. Même ici, il y a cartilage hyalin articulaire, mais ici c'est difficile de l'observer parce qu'il y a à la fois cartilage hyalin articulaire et cartilage fibreux. Le cartilage hyalin articulaire, on prend ici une articulation à fort grossissement, c'est la tête du premier os et en bas la tête du deuxième os. Comme vous voyez ici, la couleur bleu clair, c'est le cartilage hyalin articulaire. Il assure le jeu et la mobilité de l'articulation, c'est-à-dire facilite l'articulation, facilite l'action de l'articulation. Encore, ici, comme vous voyez, la couleur rouge, c'est une cavité qui s'appelle la cavité synoviale. Cavité synoviale. À l'intérieur de cette cavité, nous avons le liquide synovial. Donc ici, cette cavité est remplie par un liquide qui s'appelle liquide synovial. Le liquide synovial et le cartilage hyalin articulaire ensemble empêchent le frottement entre les deux têtes des os. Donc, c'est la fonction du cartilage articulaire. Protège les têtes ou protège la tête de l'os long. Empêche le frottement avec le deuxième os. Le cartilage hyalin articulaire, il est rigide, mais à la fois il est déformable. C'est une caractéristique très importante, c'est-à-dire quand il y a une pression appliquée sur le cartilage hyalin, il se déforme, change sa forme un peu. Quand cette pression disparaît, il revient à sa forme initiale, ce qui assure la protection du tissu osseux sous-jacent. Il est important de noter que le cartilage hyalin articulaire est dépourvu de péricontre, c'est-à-dire il ne possède pas un péricontre. Il n'est pas entouré par un péricontre. Maintenant, deuxième groupe du tissu cartilagineux, c'est le cartilage élastique. Le cartilage élastique se forme à partir du tissu cartilagineux hyalin. On dit que c'est une modification du cartilage hyalin. Il est riche en chondrocytes, à l'inverse du cartilage hyalin, contient souvent de volumineuses inclusions lipidiques. À l'intérieur de ces chondrocytes, possède des vacuoles ou bien des inclusions lipidiques. C'est une caractéristique spécifique pour le cartilage ou pour les chondrocytes du cartilage élastique. Dans la matrice extracellulaire du cartilage élastique, on observe tout d'abord quelques fibres de collagène de type 2, mais surtout on trouve de très nombreux faisceaux de fibres élastiques. Il est très riche en fibres élastiques. Pour cela, ça s'appelle cartilage élastique. Ces fibres élastiques ou bien ces faisceaux élastiques
s'organisent en un réseau dense autour de chaque chondrocyte. Donc, les faisceaux de fibres élastiques entourent les chondrocytes. Le cartilage élastique est entouré de périchondres. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons le cartilage élastique qui est entouré de périchondres et encore des cartilages hyalins non articulaires. Le cartilage élastique, d'après son nom, possède une élasticité importante, se trouve au niveau de l'oreille externe et au niveau du nez. Comme vous voyez, ce tissu se trouve dans des endroits où une certaine flexibilité est nécessaire. Il supporte ainsi de légères déformations passagères toujours réversibles, parce que c'est ça l'élasticité. Il est observé par exemple au niveau du nez et le pavillon de l'oreille externe. Le troisième type du cartilage, c'est le cartilage fibreux ou fibrocartilage. C'est le cartilage le plus rigide. Il est dépourvu de périchondre. Donc, il n'est pas entouré par un périchondre. Encore, il n'est pas une modification du cartilage hyalin, c'est-à-dire il n'est pas formé à partir du cartilage hyalin. Il est formé directement à partir du tissu mésenchymateux chez l'embryon. Les cellules sont rares, il est pauvre en cellules. Les chondrocytes, c'est-à-dire les cellules, ressemblent aux fibroblastes. Les cellules ici sont étoilées et allongées. Dépourvues d'inclusion lipidique. Donc, seulement le cartilage élastique, ces cellules possèdent des inclusions lipidiques. Ici, la cellule ou bien les cellules sont entourées de substances fondamentales dépourvues de fibres. Encore, c'est un point important car dans le cartilage élastique, les fibres élastiques étaient directement en contact et proche des cellules, entourent les cellules. Mais ici, c'est l'inverse. La cellule cartilagineuse dans le cartilage fibreux est entourée par une substance fondamentale dépourvue de fibres. Donc, les fibres sont un peu éloignées de la cellule ou bien des cellules. Dans ce type de cartilage, nous avons collagène de type 1 et de type 2, mais surtout de type 1. Elles sont abondantes, ces fibres de collagène, et groupées en faisceaux et orientées selon les forces de tension, c'est-à-dire sont orientées dans la direction d'où viennent les forces ou les tensions pour mieux résister. Résiste à de très fortes pressions tout en gardant une certaine souplesse, c'est-à-dire ce tissu, il est très résistant, mais à la fois il possède une capacité de déformation. Il est souple. Ce cartilage articulaire se trouve dans la colonne vertébrale entre les vertèbres, constitue les disques intervertébraux. Comme vous voyez ici, quand il y a une pression appliquée par les vertèbres, bien sûr, ce disque va empêcher le frottement et la destruction des vertèbres. Donc, il possède une activité importante ici, joue le rôle d'un amortisseur. Bien sûr, dans ce cas, les faisceaux de fibres de collagène sont les faisceaux sont tous orientés dans cette direction, car la tension ou la pression vient toujours de cette direction. Encore, dans un autre endroit, on trouve le cartilage fibreux au niveau du genou, au niveau du cartilage, au niveau des ménisques articulaires. Regardez ici, c'est le cartilage hyalin articulaire qui se trouve au niveau de la tête de l'os long, en haut et en bas. Mais entre les deux, au niveau du genou, nous avons le ménisque articulaire. Le ménisque articulaire joue le rôle d'amortisseur parce qu'au niveau du genou, il y a beaucoup de pression qui s'appliquent, beaucoup de tensions physiques. Et pour empêcher la destruction du cartilage hyalin articulaire au niveau des têtes des os, nous avons le cartilage fibreux entre les deux qui joue le rôle d'un amortisseur.
Maintenant, nous avons vu les trois types du cartilage de notre organisme. Il y a l'un qui est de type articulaire non articulaire. Le type non articulaire possède un périchondre. Le type articulaire est dépourvu de périchondre. Ensuite, le cartilage élastique est entouré par un périchondre. Et finalement, le cartilage fibreux est dépourvu de périchondre, ne possède pas un périchondre. Maintenant, on va voir quelle est la relation entre nutrition et périchondre. Et les cartilages sans périchondre, comment reçoivent leurs nutriments. Tout d'abord, le tissu cartilagineux n'est pas vascularisé. Nous avons vu ça avant. Sa nutrition est assurée par diffusion à partir de la couche externe du périchondre. Ici, on dit pour les cartilages possédant un périchondre, leur nutrition est assurée par diffusion à partir de la couche externe du périchondre, c'est-à-dire cartilage élastique et cartilage hyalin non articulaire. Maintenant, pour les deux autres types, c'est-à-dire pour le cartilage hyalin articulaire et pour le fibrocartilage, les deux qui sont dépourvus de périchondre, leur nutrition est assurée à partir du liquide synovial. Au niveau de l'articulation, au niveau des articulations, le cartilage hyalin articulaire et le cartilage fibreux, leur nutrition est assurée à partir du liquide synovial. Mais pour les disques intervertébraux, il n'y a pas de liquide synovial ici. Leur nutrition est assurée grâce à des échanges avec l'os sous-jacent. C'est-à-dire, les disques intervertébraux reçoivent leurs nutriments grâce à des échanges avec les tissus osseux voisins. Dernière partie de ce chapitre, c'est la croissance du cartilage. Croissance, c'est-à-dire formation de nouvelles cellules et nouvelles matrices. Encore, c'est-à-dire le cartilage augmente de taille. C'est la croissance. Encore, on l'appelle chondrogenèse. Nous avons deux modes de croissance cartilagineuse. La croissance interstitielle ou bien endogène, de la croissance appositionnelle ou bien périchondrale, s'appelle croissance exogène. On commence tout d'abord avec la croissance endogène ou bien interstitielle. Surtout observé chez le fœtus, c'est-à-dire avant la naissance. Pourquoi on dit avant la naissance? Parce que chez le fœtus, le cartilage était abondant, constituait la majorité, constituait tout le squelette de l'embryon. Encore, la croissance interstitielle continue au cours de la croissance osseuse postnatale après la naissance au niveau des os longs et au niveau du cartilage de conjugaison chez l'enfant et chez l'adolescent. Après, chez l'adulte, la croissance interstitielle est rare. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas parlé du cartilage de conjugaison. Le cartilage de conjugaison, c'est un cartilage hyalin localisé à l'intérieur des os longs et assure la croissance en longueur de l'os. On va voir ça dans le prochain chapitre. Maintenant, les chondroblastes et les chondrocytes se divisent par mitose. Les chondrocytes, ce sont des cellules adultes, mais peuvent se multiplier. Et cette multiplication pour les deux assure une expansion de la masse interne du cartilage. Quand les cellules se multiplient, elles ont besoin d'un nouvel espace. Donc, la taille, le volume du tissu augmente encore. Le volume augmente encore de plus grâce à la synthèse, à la production de la matrice extracellulaire par les chondroblastes et les chondrocytes. Et ensuite, les cellules filles s'éloignent l'une de l'autre et le tissu augmente de taille et de volume. C'est la croissance interstitielle. Donc, elle est assurée par la division des cellules chondroblastes et chondrocytes, qui à leur tour sécrètent et synthétisent une nouvelle matrice. Maintenant, la croissance interstitielle se fait selon deux manières.
Comme vous voyez ici, c'est la cellule mère en vert. Elle se multiplie pour donner les deux premières cellules filles. À leur tour, donne 4 cellules filles et ainsi de suite. Regardez ici, les cellules filles sont orientées ou bien positionnées de manière rectiligne ou bien axiale sur le même axe. On les appelle groupes isogéniques axial. Isogénique, c'est-à-dire proviennent de la même cellule. Axial, c'est-à-dire c'est sur le même axe. Quand les cellules cartilagineuses, durant la croissance interstitielle, se disposent, se mettent sur le même axe, on appelle ce mode de croissance isogénique axial. Et ce mode de croissance, encore, assure la croissance en longueur du cartilage. Deuxième type, croissance interstitielle circulaire, quand les cellules filles se disposent ou sont orientées ou bien sont organisées ou sont mis dans le cartilage sous forme circulaire. On les appelle groupes isogéniques axial, ou bien les cellules forment un groupe isogénique axial. Et ce mode de croissance interstitielle assure la croissance en épaisseur pour le cartilage. Si les mitoses se font, bon, ici c'est l'explication, si les mitoses se font suivant une seule direction, les cellules seront disposées en ligne et forment un groupe isogénique axial et le cartilage s'accroît en longueur. C'est le cas du cartilage de conjugaison. On ajoute ici encore, on répète encore que ce mode de croissance, ce mode de cartilage se trouve au niveau des os longs chez les enfants et l'adolescent, chez les adolescents. Si les mitoses, maintenant deuxième mode de croissance interstitielle, si les mitoses se succèdent dans des directions diverses ou radiaires circulaires, c'est-à-dire les cellules seront disposées circulairement et forment un groupe isogénique coronaire et le cartilage s'accroît en largeur ou bien en épaisseur. Finalement, le dernier mode de croissance, ou bien le deuxième mode de croissance, la croissance appositionnelle ou bien périchondrale. Ce mode s'appelle croissance, encore mode de croissance exogène. Bon, croissance appositionnelle ou périchondrale. Périchondrale, c'est-à-dire le périchondre est responsable de ce mode de croissance. Encore essentiellement observé au cours du développement fœtal, car, comme je dis avant, le cartilage était le constituant principal du squelette chez le fœtus. Ce mode de croissance s'effectue par la prolifération et la différenciation des cellules mésenchymateuses et fibroblastes en chondroblastes puis en chondrocytes. Comme vous vous souvenez, dans le périchondre, nous avons dit, nous avons deux couches. La couche externe qui est fibreuse, riche en fibres de collagène, qui sont organisées en faisceaux et s'appelle fibre de Charpey, encore possède des gros vaisseaux. Dans la couche interne du périchondre, nous avons dit que c'est un tissu conjonctif lâche, possédant des cellules mésenchymateuses et des fibroblastes. Maintenant, quelle est la fonction de la couche interne? On va voir maintenant la fonction de la couche interne du périchondre. Les cellules mésenchymateuses et les fibroblastes de la couche interne se différencient en chondroblastes. Ces chondroblastes vont migrer jusqu'à la surface du cartilage. À la surface du cartilage, ces chondroblastes commencent la synthèse de la matrice cartilagineuse. Ensuite, la matrice cartilagineuse va s'accumuler à la surface du cartilage et va entourer le chondroblaste. Le chondroblaste se différencie en cellules adultes chondrocytes. Les chondrocytes continuent la multiplication et la production de la matrice cartilagineuse. Ainsi, on dit il y a appositionnement, c'est-à-dire il y a addition. On ajoute des nouvelles couches à l'extérieur.
il y a apposition des couches successives de cartilage à la surface du cartilage préexistant et augmentation de celui-ci en épaisseur. Par exemple, la croissance appositionnelle ou périchondrale assure la croissance en épaisseur du cartilage. Pourquoi il y a apposition des couches successives à la surface, seulement à la surface? Car, comme nous avons dit avant, que la matrice cartilagineuse est rigide et possède une certaine rigidité, ce qui empêche l'entrée de la nouvelle matrice synthétisée à la surface. Donc la matrice synthétisée à la surface reste à la surface et donne une nouvelle épaisseur ou augmente l'épaisseur du tissu. On voit ici une coupe longitudinale du cartilage possédant un périchondre. La croissance appositionnelle ou périchondrale ou exogène s'effectue seulement chez le cartilage qui possède périchondre, c'est-à-dire chez le cartilage élastique et le cartilage hyalin non articulaire. Comme vous voyez ici, c'est le périchondre de la couche externe et la couche interne du périchondre qui s'appelle périchondre chondrogène. À l'intérieur, il y a les cellules mésenchymateuses et les cellules fibroblastes. Les cellules mésenchymateuses et les fibroblastes se différencient en chondroblastes. Le chondroblaste migre jusqu'à la surface du cartilage. Le chondroblaste ne peut pas migrer à l'intérieur du cartilage parce que la matrice est rigide. La cellule reste à la surface. Bon, la matrice est rigide mais perméable. Donc, elle est perméable pour les nutriments, mais la cellule ne peut pas pénétrer à l'intérieur, reste à la surface. Le chondroblaste commence la synthèse de la matrice extracellulaire cartilagineuse à la surface. Toute la surface sera remplie par la nouvelle matrice. La matrice va entourer la cellule de chondroblaste. Ensuite, le chondroblaste se transforme en chondrocyte et continue la division et la sécrétion de la matrice.